Bonjour chers curieux de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve devant le moulin de Valmy, une petite commune située dans le département de la Marne, on est à l'est de Reims, puisqu'aujourd'hui il sera question de cette fameuse bataille de Valmy qui a vu s'opposer le 20 septembre 1792 les Français du général Dumouriez aux Austro-Prussiens commandés par le duc de Brunswick. Une vidéo exceptionnelle, vous le verrez, puisqu'elle se déroule dans le cadre des reconstitutions de la bataille qui ont lieu ce week-end, une reconstitution organisée par l'association Pays d'Argonne qui normalement aurait dû avoir lieu l'année dernière à l'occasion des 230 ans de la bataille, mais qui a dû être repoussée à cette année. Une bataille qui a quand même son importance dans l'histoire française, puisqu'elle est devenue un des piliers du roman national, et à l'issue de laquelle un certain poète allemand, Goethe, a prononcé ces mots. À partir d'ici et d'aujourd'hui commence une nouvelle période de l'histoire du monde, et vous pourrez dire « j'y étais ». Pourquoi cette importance n'est-elle pas un peu surfaite? Qu'est-ce qui nous a amené à la bataille de Valmy? Comment s'est-elle déroulée? Et comment a évolué le souvenir de cette bataille depuis 2 siècles? Autant de questions que je me propose de vous répondre dans cette vidéo, avec une première partie qui sera centrée plus sur la bataille en elle-même et que je vais illustrer d'images de mon drone, donc j'espère que ça va vous plaire, et une seconde partie qui, elle, s'intéressera plus à l'évolution de la mémoire de la bataille et qu'il faut dire a été quand même beaucoup modifié, pour ne pas dire déformé, au gré des appropriations et des enjeux politiques des différentes périodes. Allez, c'est parti. Pour comprendre la bataille de Valmy, il nous faut d'abord revenir sur le contexte. En 1792, la France révolutionnaire est en ébullition. En effet, après la fuite manquée de Louis XVI à Varennes l'année précédente, la page de la monarchie constitutionnelle en France semble se tourner définitivement. De plus, la déclaration de Pylnis le 27 août 1791 de l'empereur Léopold II et du roi de Prusse Frédéric Guillaume II, qui souhaite sauver le pouvoir monarchique de Louis XVI, provoque la colère d'une partie des révolutionnaires, car ils y voient la formation d'une coalition des monarchies contre la Révolution. Après un ultimatum, le 27 mars 1792, l'Assemblée nationale vote le 20 avril une déclaration de guerre contre l'Autriche-Hongrie. A proposé à l'Assemblée nationale la guerre. Mais désorganisées par l'émigration des 6 à 9 000 officiers nobles, les troupes françaises qui entrent en Belgique subissent une série de revers. Tournai le 28 avril, Quiévrain le 29. Le moral est au plus bas. Ces défaites provoquent le ralliement de la Prusse et des princes allemands, et c'est désormais la France qui est en position défensive et qui va subir une invasion. Le but des coalisés est de marcher sur Paris pour réinstaurer Louis XVI dans ses prérogatives. D'ailleurs, Charles-Guillaume Ferdinand, duc de Brunswick, neveu de Frédéric le Grand, général prussien de 54 ans qui commande l'ensemble des forces coalisées, publie le 25 juillet un manifeste menaçant Paris d'une exécution militaire si la vie du roi est menacée. Un acte censé effrayer, mais qui en réalité va provoquer la colère, la prise des Tuileries le 10 août et l'internement de Louis XVI. Pour accomplir son objectif, le général Brunswick peut compter sur son armée prussienne basée à Coblence avec 30 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 230 pièces d'artillerie, le tout accompagné par le roi de Prusse et le poète allemand Goethe. Au nord, on trouve les 15 000 Autrichiens sous les ordres du comte de Clerfay, au sud 14 000 autres Autrichiens du prince Hohenlohe-Kirchberg, auquel on peut ajouter l'armée des princes allemands basée à Luxembourg, constituée de 5 000 Essois du Landgrave de Hesse-Kassel, commandé par le baron de Beaulieu, et 8 000 immigrés français, dont le corps du duc Bourbon et dont les coalisés se méfient, soit un total de plus de 80 000 hommes, insuffisant au regard de la tâche, car il va falloir converger méthodiquement des forces dispersées, prendre le contrôle et occuper toutes les places fortes jalonnant la route menant à la capitale, afin de maîtriser les voies de communication assurant le ravitaillement, ce qui nécessite beaucoup plus d'effectifs que Brunswick n'en dispose. Des moyens donc qui sont en inadéquation avec la stratégie et l'objectif. Et ça peut s'expliquer par la situation politique d'Europe d'alors. D'un côté, l'Autriche vient de sortir complètement exsangue d'une guerre contre l'Empire ottoman. Quant à la Prusse, elle est beaucoup plus préoccupée par le démembrement qui est en train de se passer en Pologne, sachant que la Russie est déjà entrée sur son territoire en mai 1792. Pas question donc pour le souverain de Prusse de consacrer trop de force en France. L'essentiel se passe à l'Est. Alors évidemment, Brunswick est conscient de ses moyens limités. Seulement, il se base sur 2 présupposés. Le premier, et ça c'est la faute des émigrés français qui lui ont mis cette idée dans la tête, c'est que finalement la population française va bien l'accueillir. Le second, et ça c'est dû à l'armée française, en tout cas à sa tenue durant la campagne de Belgique, c'est que finalement celle-ci ne serait qu'une bande de va-nu-pieds qui va craquer au premier choc. Des moyens suffisants ?
Un mauvais renseignement qui fait que l'on surestime ses forces et qu'on sous-estime l'adversaire en pensant que l'on va bien être accueilli par la population locale? Honnêtement, ça vous fait pas penser à une situation plus récente? Quant à la France, elle peut compter sur les 150 000 hommes de l'ancienne armée royale qui ont reçu l'apport des 100 000 volontaires de 1791, auxquels il faut encore ajouter les volontaires de 1792 commençant à être levés le 12 juillet. Bref, sur le papier, l'armée française dispose d'une supériorité numérique. Mais comme elle est engagée sur plusieurs fronts, eh bien seule une partie défend le quart nord-est de la France couvert par 3 armées. Celle du Nord, commandée par Dumouriez, avec 24 000 hommes postés entre Maubeuge et Valenciennes et 19 000 autres à Sedan. L'armée du Centre, menée par Kellermann, avec 17 000 hommes postés à Thionville. Enfin, l'armée du Rhin, sous la direction de Luckner, avec ses 22 000 hommes. Alors certes, l'armée française a souffert de l'immigration des officiers aristocrates, mais ces derniers ont laissé la place à une nouvelle génération d'officiers, ayant au mieux l'expérience de la guerre du 7 ans, parfois celle des guerres d'Amérique. C'est le cas de Charles-François Dumouriez, aristocrate de 53 ans, combatif, audacieux, qui a fait ses débuts dans la cavalerie durant la guerre de 7 ans, un aventurier qui va tantôt tenter de louer ses services en Europe, tantôt être envoyé en mission diplomatique en Pologne, à Madrid, en Suède, puis en Corse où il combat les nationalistes. Il fait un bref séjour à la Bastille, se rallie à la Révolution, et ses relations avec les principaux chefs de cette dernière lui valent d'être nommé ministre des Affaires étrangères en mars 1792, c'est d'ailleurs lui qui annonce sa déclaration de guerre à l'Autriche devant l'Assemblée nationale, puis brièvement ministre de la guerre en juin, avant de devoir démissionner, conséquence de la débâcle face aux Autrichiens. Et puis en août, il devient général de l'armée du Nord, remplaçant Lafayette qui avait pris la fuite. L'autre homme qu'on associe le plus à la bataille de Valmy, c'est Kellermann. 57 ans, alsacien, lui aussi issu d'une famille noble, et qui depuis la guerre de 7 ans a fait toute sa carrière dans l'armée. Rallié à la Révolution, il est nommé général et prend le commandement de l'armée du Centre le 1er septembre 1792. A noter enfin que parmi ces hommes, on trouve également Louis-Philippe, 19 ans, futur roi de France en 1830, mais qui en 1792 est duc de Chartres, commandant de la 4e brigade de l'armée du Nord. Le début de la campagne se déroule plutôt bien pour Brunswick. Son armée franchit la frontière le 19 août à Longwy, dont la garnison se rend au bout de 3 jours après un bombardement, puis le 2 septembre, après un siège tout aussi rapide, il s'empare de l'importante place de Verdun, qui permet à l'armée des coalisés de passer la Meuse. Mais les choses se gâtent par la suite pour eux. Clerfay ne parvient pas à s'emparer de Montmédy le 31 août, et Hohenlohe, rejoint par l'armée des princes, assiège en vain Thionville à partir du 4 septembre, mais doit abandonner le siège le 10. Faute de s'être ouvert la voie, ces deux armées n'ont d'autre choix que de rejoindre Brunswick. De plus, les Prussiens sont épuisés par leur marche sur plusieurs centaines de kilomètres, qui dure depuis un mois, depuis leur caserne en Prusse, une marche qui se fait désormais sous la pluie fine et froide du mois de septembre, dans la boue, alors que les hommes, partis en août, sont en tenue d'été. En plus, ils ne sont absolument pas bien accueillis par la population locale, contrairement à ce qu'affirment les émigrés, une hostilité qui peut s'expliquer par les opérations de pillage à cause des problèmes de ravitaillement. L'armée prussienne souffre de la faim, et ça va pousser les Prussiens à manger le raisin vert de Champagne qui n'est pas encore mûr, ce qui va avoir des conséquences dramatiques, mais ça, on y reviendra. De son côté, le général Dumouriez, face à cette progression des coalisés, décide d'adapter son action. Il abandonne son projet d'envahir les Pays-Bas autrichiens et quitte Sedan avec l'aile droite de l'armée du Nord. Il se porte sur Grand Pré, l'un des 5 défilés de la forêt de l'Argonne. Son but est de bloquer tous les passages de ce massif forestier pour en faire une véritable barrière défensive naturelle. Les Thermopyles de la France, comme il le dira lui-même. Seulement, comme les Perses aux Thermopyles, les coalisés parviennent quand même à passer grâce à une action combinée où, tandis que Brunswick mène une attaque de diversion contre le gros de l'armée française, les Autrichiens de Clerfay en profitent pour attaquer et s'emparer du défilé mal défendu de la Croix-aux-Bois le 14 septembre. Alors ce qui met l'armée française dans une situation dangereuse car elle est prise en étau entre Clerfay et les Prussiens et risque de se faire contourner. Mais pour Dumouriez, pas question de subir le même sort que Léonidas et les Spartiates. Alors, la prudence voudrait qu'il se replie sur la Marne et Châlons pour protéger la route de Paris. C'est d'ailleurs ce que lui demande Danton, qui coordonne les opérations militaires depuis la capitale, et c'est ce qu'a déjà réalisé Kellermann, qui depuis la Moselle s'est retiré sur Vitry-le-François. Mais au lieu de cela, Dumouriez opère une manœuvre audacieuse. Il quitte ses positions pour se rendre à Sainte-Ménehould par une marche nocturne, ce qui lui permet de s'échapper. Alors non sans mal, car l'avant-garde prussienne tombe sur le corps d'armée de Chazeau, à Montchetin, qui se fait étriller avant de pouvoir s'extraire grâce à Miranda.
Lorsque le 16 septembre Dumouriez atteint Sainte-Menehould, il réussit sa manœuvre, qui certes ouvre la route de Paris, sans défense, à peine 200 km des Prussiens, mais non seulement elle lui permet de faire la jonction avec l'armée de Kellermann, concentrant ainsi une force supérieure aux coalisés, mais en plus il réussit ainsi une stratégie de diversion, car de facto, cela oblige Brunswick à abandonner l'objectif parisien, à tourner les talons et à se porter vers son ennemi, car il ne peut pas laisser dans son dos cette force française qui pourrait menacer ses voies de ravitaillement passant par Verdun. Alors à ce moment-là, le duc de Brunswick est d'avis de temporiser. Il souhaite, avant de se porter sur Paris, de bien maîtriser les places fortes, quitte à attendre le printemps 1793 pour relancer cette marche vers la capitale. Mais il a beau être le général des forces coalisées, il n'empêche que dans ses bagages, il y a le roi de Prusse qui reste son souverain. Et ce dernier, il est pressé d'en finir avec cette affaire. Il le pousse à avancer, d'autant plus qu'un faux rapport font croire aux Prussiens que l'armée française est sur le point de battre en retraite, de se retirer sur Châlons en passant par la route de Verdun. Si bien que le 19 septembre, Brunswick décide de se porter sur l'armée française dans l'idée de couper sa retraite. Dumouriez, quant à lui, envoie des prescrassiers et sa cavalerie en éclaireur, et Kellermann occupait les hauteurs d'une petite bourgade de 400 habitants, Valmy, où va se dérouler la bataille décisive. Nous voilà au petit matin du 20 septembre. Le temps est humide et la brume recouvre la zone. Le premier contact se fait lorsque l'avant-garde des précrassiers, installée sur une hauteur avec une batterie à cheval, aperçoit à travers le brouillard une colonne prussienne sortant du village de Sombion. C'est l'armée de Brunswick qui se dirige vers le sud avec l'idée de s'installer sur les hauteurs de la Lune, une colline qui culmine à 200 mètres dont je vous ai fait ici un panorama, une position avantageuse pour couper la route à l'armée française que le général prussien pense toujours en retraite. Des précrassiers tirent alors avec son artillerie, ce à quoi répondent des canons prussiens. Alerté, l'armée française se déploie. Le général Kellermann se dirige vers le tertre du Moulin de Valmy avec ses troupes, à savoir la division de Muratel et celle de Lynch où sert le duc de Chartres, futur roi de France. Il envoie également la division de Valence s'emparer de la Lune, ce qui veut dire qu'une course contre la montre a commencé pour la domination de cette colline stratégique. Mais les deux protagonistes arrivent en même temps. Et après un affrontement de haute intensité, la cavalerie du prince de Saxe-Weimar prend le dessus, les troupes de Valence finissent par céder et le renfort de Chazot envoyé par Dumouriez arrive trop tard. Ils se retrouvent donc désormais tous les deux sous le feu des canons prussiens, installés sur la Lune, et sont obligés de se mettre hors de portée dans le secteur d'Orbeval, entre Kellermann et l'Aube, renforcés par des précrassiers qui avaient décroché. Dumouriez positionne alors la division de Stengel ainsi que celle de Bernonville sur le mont Yvron qui surplombe la vallée de la Bionne, tandis que lui reste à l'arrière avec la réserve. Ainsi Kellermann est couvert sur son flanc droit et sur son flanc gauche, formant comme une sorte de demi-cercle défensif. Mais la position des Français n'est pas si idéale que cela. Certes, elle s'appuie sur des hauteurs, mais sur ses arrières se trouvent des zones humides avec peu de ponts. La vallée de l'Aube, l'étang Le Roi, des marécages, ce qui coupe Kellermann de Dumouriez et représente un entonnoir, un espace dangereux en cas de retraite précipitée. Les Prussiens tentent de déborder ce dispositif en lançant une attaque de hussards sur les dragons postés à Gisaucourt, mais l'action est repoussée. Brunswick, qui a installé son QG avec le roi Frédéric Guillaume II sur la côte de la Lune, se résout donc au choc. Il va devoir attaquer de front les Français. Il n'a cependant que 34 000 hommes à sa disposition face aux 36 000 de Dumouriez. Alors il y a bien les 10 à 12 000 Autrichiens de Clerfay qui doivent arriver, mais le général prussien choisit de ne pas attendre, il ordonne à son artillerie d'ouvrir le feu afin d'attritionner son ennemi et de détruire ses formations. En tout cas, avec plus de 70 000 hommes présents sur le champ de bataille, et étant donné les enjeux énormes de celle-ci, tout laisse à penser que l'on va assister à une grande bataille de l'histoire, un affrontement majeur qui pourrait peut-être expliquer la postérité de l'événement. Ou pas, mais ça je vous en laisse juge. Nous voilà à la mi-journée. Kellermann arrive sur la colline de Valmy et il ordonne immédiatement la destruction du moulin car il sert de point de repère à l'artillerie prussienne. En effet, depuis 7 heures du matin, les canons tonnent de part et d'autre, et la mise en place des batteries françaises sur le tertre de Valmy et ceux des Prussiens sur les hauteurs de la Lune ne fait qu'intensifier le tir d'artillerie. En tout, 200 canons prussiens et 150 pièces françaises se font face. Parmi ces dernières, le fameux système Griboval, que vous voyez ici mis en action par l'association du 7e RAPL, du régiment d'artillerie à pied de la ligne, qui a bien voulu me faire une démonstration privée.
Le canon Gribeauval, en réalité un ensemble de canons de plusieurs calibres, 12, 8 ou comme ici 4 livres, porte le nom du général qui a modernisé l'artillerie française dans les années 1770 après la défaite de la guerre de 7 ans. Au-delà d'une meilleure précision du tube, c'est dans la standardisation et l'accroissement de la mobilité que réside la vraie amélioration. Le calibre des boulets est harmonisé, des voitures de transport avec un avant-train et des caisses de stockage pour ces boulets sont créées pour rendre la pièce d'artillerie plus mobile sur le champ de bataille. On peut parler d'un véritable système Gribeauval qui va être utilisé jusqu'à la fin de l'Empire. La canonnade va ainsi durer 8 heures. Les pièces d'artillerie s'échangent coup sur coup. En tout, 20 000 boulets sont projetés rien que par les Français, soit une moyenne de 130 par pièce. Alors pour les Prussiens, on estime que c'est à peu près pareil, soit 40 000 boulets. C'est plus que le nombre d'obus tirés quotidiennement par les Russes et les Ukrainiens chaque jour sur les 900 km de front en Ukraine. Nombreux sont les témoignages des acteurs présents sur le champ de bataille qui attestent de l'intensité de ce combat d'artillerie, parmi lesquels celui du colonel Lacoste, commandant du 4e régiment de dragons, cité par Louis Bergès, et qui parle, je cite, « de la plus violente qu'on puisse imaginer ». Berthaud, dans Valmy, la démocratie en armes, cite les paroles d'un cavalier. L'artillerie fit depuis l'aurore jusqu'au déclin du jour un des feux les plus acharnés que nos vieux guerriers aient jamais vus dans les premières campagnes. Pourtant, aussi spectaculaire soit-il, ce déluge n'occasionne au final que peu de pertes dans les deux camps. Il faut dire que les distances entre les deux forces, 1 à 2 km, sont trop grandes pour les canons, même pour le Gribeauval qui, à tir horizontal, ne peut être précis qu'à 400 mètres, et en cloche, certes la portée est plus grande, mais encore plus imprécis. D'autre part, le sol détrempé par une pluie battante depuis plusieurs semaines font que les boulets s'enfoncent directement dans la boue, ils ne ricochent pas sur le sol, or c'est dans cette condition seule qu'ils font le plus de ravages. Si bien que la plupart des boulets sont sans conséquence. Alors certains atteignent quand même leur objectif et font des trouées parmi les rangs, provoquant le cri de ceux qui ont perdu un membre. L'un d'entre eux tue même le cheval de Kellermann, et un autre, à 14 h, atteint un caisson d'artillerie contenant de la poudre noire, provoquant une immense explosion mettant hors de combat plusieurs des dizaines de soldats situés à proximité. Malgré tout, et pour toutes les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, l'artillerie des deux camps reste inefficace. Elle ne parvient pas à accomplir sa mission qui est d'attritionner l'adversaire, de désorganiser ses formations, puisque l'effet du feu reste minime et que les pertes sont très faibles. Quelques dizaines du côté prussien, à 100 à 200 côté français. De plus, les deux forces restent campées sur leur position, elles ne paniquent pas face à l'effet de la canonnade. Par conséquent, Brunswick n'a plus d'autre choix, il doit passer à l'étape suivante. Le général prussien ordonne l'attaque de son infanterie. 3 colonnes d'assaut sont lancées vers le moulin situé à 1 km de leur position initiale. Les soldats prussiens avancent à travers une épaisse brume renforcée par la fumée des canons, avec un pas assez lent cadencé selon la mode prussienne, c'est-à-dire 75 pas par minute. Alors on est bien d'accord, attaquer de front un ennemi sur une position en hauteur ne représente guère des conditions les plus avantageuses qui soient. Mais Brunswick est confiant. Après tout, son armée n'est-elle pas constituée de soldats de métier, héritiers du formidable outil militaire forgé par Guillaume, le roi sergent, et qui a permis à son fils Frédéric le Grand de triompher à la guerre de 7 ans. Elle n'a donc rien à craindre de l'armée française, qu'il voit comme une bande de va-nu-pieds mal équipés et qui, attritionnée par son artillerie, devrait craquer dès le premier choc. D'ailleurs, l'imagerie populaire, à l'instar de cet extrait du film La Révolution française, pourtant sorti en 1988, conserve encore cette fausse représentation de citoyens en armes, volontaires français sans expérience armés uniquement de leur courage et de leur foi en la Révolution. En réalité, Brunswick non seulement surestime ses propres forces, car la Prusse étant en paix depuis la fin de la guerre de 7 ans, il y a 30 ans, la plupart de ses soldats n'ont jamais connu le feu. Mais en plus, il sous-estime son ennemi, qui en réalité sont constitués pour la plupart non pas de volontaires sans expérience, mais d'anciens professionnels de l'armée royale, que le tableau de Vernet distingue bien, ce sont ceux portant l'uniforme blanc. Le chef de l'artillerie à Beauville, par exemple, a lui-même participé à la bataille de Yorktown en 1780 durant la Révolution américaine. Alors, il y a bien des volontaires, ceux que l'on voit en uniforme bleu, mais ce sont ceux de 1791 qui ont déjà acquis une certaine expérience du combat. Quant aux volontaires de 1792, alors certes levés seulement à partir de juillet, ils ne représentent qu'une infime partie, et Dumouriez, conscient de leur faiblesse, les laisse en arrière, dans la réserve ou à Saint-Ménéhould. C'est donc à une troupe de bonne facture que les Prussiens vont se heurter. Une fois ces derniers à portée de tir,
La ligne française ouvre le feu avec une première salve de leur fusil modèle 1777. Les Prussiens prennent une volée de balles, subissant quelques pertes, les forçant à reculer. Puis, ils se lancent de nouveau à l'attaque, et c'est à ce moment que le boulet touche le caisson d'artillerie et provoque une immense explosion, ce qui terrifie et ébranle un peu le moral des défenseurs français. Pour encourager ses troupes, Kellermann se lance donc à cheval, accroche son tricorne affublé de la cocarde sur la pointe de son sabre et crie « Vive la nation !» Ce à quoi rétorquent également les soldats « Vive la nation !» Les Français reprennent le tir, repoussent la seconde attaque des Prussiens. Ces derniers lancent une troisième attaque, mais qui subit le même sort. Devant cette résistance, le duc de Brunswick se décourage et malgré l'arrivée des Autrichiens, il stoppe l'attaque et fait replier son infanterie sur les hauteurs de la Lune. Il n'y aura pas d'autre action, la bataille est terminée. Une attitude surprenante. Pourquoi est-ce que Général Brunswick abandonne aussi rapidement la partie ? Eh bien, il existe en fait un faisceau de causes et Louis Bergès, dans son ouvrage Valmy, le mythe de la République, en évoque certaines. À commencer par la personnalité elle-même du général prussien, qui certes jouit d'un grand prestige, mais qui a un caractère assez hésitant, pessimiste, craintif, et qui vit dans le souvenir du revers qu'il a subi à la bataille de Nauheim en 1762 face au prince de Condé. D'ailleurs dans des conditions assez similaires, à savoir la prise d'assaut d'une position fortifiée qui était située en hauteur et qui était tenue par des Français. Enfin, la surprise de voir à Valmy les Français résister et non pas se débander, comme ils s'attendaient, a dû sûrement finir de le décourager. Pourtant, s'il s'était acharné, il est fort à parier que les Prussiens auraient fini par s'emparer de ce tertre de Valmy. Mais la question c'est à quel prix ? Probablement au prix de lourdes pertes. Or, l'armée prussienne ne peut pas se le permettre. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils avaient des effectifs assez limités. On est dans une armée de style ancien régime, avec des effectifs réduits. Alors certes, une armée professionnelle, qui mène des campagnes qui sont essentiellement basées sur le mouvement, mais qui évitent le choc frontal, parce que justement, il ne veut pas subir des pertes. Le général Brunswick doit aller jusqu'à Paris. Il part avec 80 000 hommes. Vous voyez qu'à la bataille de Valmy, il n'y en a déjà plus que 42 000. Pourquoi ? Parce que il y en a beaucoup qui sont laissés dans les places qui ont été prises et le but étant de s'assurer d'une ligne de communication devant aller jusqu'à Paris. Donc chaque pas en avant contribue à oblitérer ces effectifs. Si en plus il se permet de perdre beaucoup d'hommes ici pour un objectif qui n'est pas si stratégique que ça, eh bien c'est la catastrophe. Donc finalement Brunswick a choisi la voie de la raison. Il ne pourra pas s'emparer de ce tertre par la force, donc il abandonne la partie. Toujours est-il que, contrairement à ce que montre encore ce film, il n'y a pas eu la moindre charge ou combat à la baïonnette. Alors on verra par la suite d'où vient cet autre mythe. La grande bataille de Valmy est en fait limitée essentiellement à cette attaque des Prussiens et surtout aux tirs d'artillerie qui ont duré 8 heures. Ce qui fait que l'historiographie allemande ne parle pas de bataille, mais de canonnade de Valmy. En tout cas, cela explique le faible nombre de victimes, 300 du côté français, à peine 184 du côté prussien. Bon d'accord, mais on pourrait au moins affirmer que la bataille de Valmy est une victoire française, puisqu'à l'issue de la journée, Dumouriez reste maître du terrain. Eh bien vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, le soir même, Dumouriez fait replier ses troupes sur des positions plus sûres derrière les marais. Le tertre depuis lesquels les canons de Kellermann ont entonné durant la journée est abandonné et occupé par les Autrichiens de Clerfayt. Et dès lors, ce sont les coalisés qui restent maîtres du terrain. Même pour Dumouriez, il n'est absolument pas question d'une victoire à la fin de la journée. Le 22 septembre, il écrit au Conseil général de la Marne pour faire évacuer Châlons et les paysans ainsi que leur bétail. Quant à Kellermann, il dit dans une lettre adressée le lendemain de la bataille au ministre de la Guerre Servan qu'ils se sont, je cite, « tirés d'un mauvais pas ». Rien donc qui ne ressemble à de l'exultation suite à une victoire. Pour autant, Dumouriez est satisfait. Il a attiré l'armée des coalisés vers lui, Paris n'est donc plus menacé. Des pourparlers sont engagés avec Brunswick et le roi de Prusse installés dans leur QG au château de Hans. Ce sont en fait les événements du 21 septembre qui vont se charger de donner un sens à cet affrontement de Valmy. En effet, à Paris, où on n'a pas encore connaissance de ce dernier, la Convention proclame la République, Louis XVI est déchu, la monarchie est abolie. Brunswick vient donc de perdre l'objectif politique de sa campagne.
De toute façon, le temps joue contre les coalisés qui souffrent de plus en plus des difficultés logistiques, raison pour laquelle Dumouriez avait envoyé du pain et du café au roi de Prusse le soir même de la bataille, stratagème destiné à lui montrer qu'il est au courant de ses problèmes de ravitaillement et qui avait poussé les soldats prussiens à manger le raisin pas encore mûr de la Champagne, et qui, additionné à la météo humide et à la mauvaise hygiène, a fini par provoquer une épidémie de dysenterie qui ravage l'armée prussienne. Goethe lui-même parle de Landres, le camp où se sont installés les Austro-Prussiens, comme du camp de la crotte. Brunswick n'a donc plus le choix. Pour éviter la catastrophe, les coalisés quittent Valmy le 29 septembre et entament une retraite vers l'Allemagne sans être jamais inquiétés par l'armée française qui se contente de suivre à distance et qui là finit par se rendre compte a posteriori de sa victoire. Verdun est abandonné le 8 octobre sous une pluie battante et le 22, le duc de Brunswick atteint la frontière, quitte le territoire français après avoir perdu 15 000 hommes, pour l'essentiel à cause de l'épidémie de dysenterie. Alors, après tout cela, vous allez me dire, comment se fait-il que cette petite bataille, ce simple accrochage, qui représente plus une victoire psychologique que militaire, ait pu constituer un événement dont la postérité a traversé les périodes, un pilier du roman national dont on a consacré tout un week-end à sa reconstitution? Eh bien ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo qui constituera notre seconde partie sur Valmy, Valmy, la construction d'un mythe. En tout cas, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Un grand merci à tous ceux qui ont permis l'existence de cette reconstitution, à savoir l'association Pays d'Argonne, mais également toutes ces associations qui ont constitué la troupe, qui se sont affrontées sous un soleil de plomb. Alors vous voyez pas, mais je commence vraiment à devenir rouge. Je les remercie parce que ils ont consacré une partie de leur temps à m'accueillir, à répondre à mes questions et même à me faire des démonstrations. Vous avez quelques images de celles-ci dans cette vidéo. Écoutez, bientôt ça sera donc cette seconde partie. Quand exactement, je ne peux pas vous le dire, mais je fais au plus vite. Et d'ici là, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Longue vie et prospérité.